5 sur 7 matin, bienvenue au forum de discussion. Il existe dans le monde 7 espèces de tortues marines, toutes sont menacées et certaines, comme la tortue lutte, sont même inscrites sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction de l'UICN. Dans les eaux du Bénin, 4 espèces sont répertoriées et 2 viennent pondre chaque année sur les plages, mais leur population se raréfie au fil des ans, en cause notamment la pollution, l'urbanisation et la surexploitation des plages. À cela s'ajoute la pêche et la consommation de la viande et des œufs de tortue. Pour lutter contre cette disparition programmée, des bénévoles luttent chaque jour pour changer les mentalités, car l'État, même s'il a signé la plupart des conventions internationales, peine à faire appliquer les tests sur le terrain. On s'intéresse ce matin dans le forum de discussion à ce massacre de tortues marines, une situation qui inquiète plus qu'elle ne révolte. Elle intervient dans un contexte où Kigali a accueilli le premier congrès dédié aux aires marines protégées pour l'avenir de la planète. On en parle ce matin avec William Apollinaire Choki. Bonjour Will. Bonjour Eman Rodigamera. Merci d'être là une fois encore. Merci beaucoup à toi aussi. Pour le dernier mardi de la saison. Merci aussi à Alain Toussonon qui nous a accompagnés, qui nous accompagne depuis toujours, le partenaire le plus fidèle, le plus sûr de la matinale, les mardis. Bonjour Alain. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Plaisir de vous recevoir. Merci. Et M. Sabo, l'irréductible M. Sabo, toujours prêt à envoyer des missiles balistiques. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, j'espère que vous allez tout dire. On vous laissera tout dire aujourd'hui, absolument tout. Et puis, José Adosso Baudreno, le directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le seul par ici qui s'intéresse aux tortues marines. Enfin, pour dire vrai. Je plaisante. Allez. Comment se porte Nature Tropicale? Je crois que ça va bien. On rend grâce. Ça se porte bien. Ça Et les tortues marines? Les tortues marines vont très très mal ces derniers temps. D'accord. Justement, on en parle, c'est parce que les tortues marines vont mal que vous êtes sortis de votre tanière pour nous rendre visite par ici, puisque nous avons décidé d'en parler. Nous avons décidé justement de porter cette information à l'opinion pour que les décideurs puissent agir en conséquence. Nous allons voir, messieurs, tous ensemble, ces images qui choquent, ces images qui font mal. Regardez cette tortue, par exemple, elle est totalement amputée déjà. Je sais pas, je connais pas l'anatomie de la tortue, mais je vais appeler ça quand même ses jambes, ses membres, les nageoires. Donc ça, c'est une situation qui inquiète. Et ce n'est pas la seule image. Il y a également cette seconde image où la tortue est complètement massacrée. Monsieur Baudreno, vous qui connaissez les tortues, dites-nous tout sur cette image. Ah oui, bon, le constat, ça ne date pas de maintenant. Et ça devient révoltant au moment où le gouvernement vient de prendre la décision et en spécifiant dans la décision du 5 janvier et portant création des aires marines protégées, contribuer à la protection des tortues marines, des baleines et des lamantins proches de nos côtes. Et il faut constater que depuis plusieurs années déjà, on avait déjà fait ce constat qu'après avoir sensibilisé et les gens ont compris qu'il ne faut plus tuer tortues et manger, mais ce phénomène a commencé par se développer où c'est les pêcheurs qui blessent les tortues en mer, décapitent les tortues, arrachent les nageoires pour les tortues, je ne sais pas, quelquefois, peut-être pour aller consommer, parce qu'ils ne peuvent pas ramener totalement la tortue avec leur bac, mais quand la tortue s'emprisonne dans leur filet, blesse les tortues et laisse les tortues sur l'eau. Quand la tortue meurt, la tortue vient échouer sur la plage. Ce qui est vraiment dommage. Alors, William Apollinaire Choki, on a l'impression que l'État quand même a déjà joué sa partition en spécifiant les aires marines protégées avec un cadre législatif, un cadre juridique bien clair, bien précis, comme l'a rappelé José Adosso Baudreno. Mais sur le terrain, il y a un laisser-aller apparemment qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'on parlera de laisser aller? C'est quand même une bonne décision d'avoir créé ces aires marines protégées pour notre pays. Parce que par le passé, on n'en avait pas. On se plaignait par rapport à la protection de ces animaux qui sont menacés. Surtout les tortues marines, les lamantins et autres, même les baleines aussi. Avec ces aires marines qui sont créées, c'est quand même bien de savoir que désormais, l'État a pris l'option de protéger ses ressources naturelles. Alors, quand on voit aujourd'hui ces images de tortues massacrées, nageoires coupées, c'est l'œuvre
j'allais dire moi, de quelques artisans qui travaillent, qui vont aussi en mer pour les activités de pêche. C'est surtout les pêcheurs qui le font. Et ces pêcheurs, je crois, dans le langage populaire, les gens les appellent les keli-keli. En fait, c'est des pêcheurs artisanaux qui ont 2 bacs. Au milieu, il y a le filet. Et quand ils ramassent, ils prennent tout sur le passage. Et parfois, vous savez, les tortues, elles sont tellement lourdes. Donc, ces gens, pour se débarrasser de ces animaux, eux, ils coupent, ils abattent la tortue pour permettre à ce que leur filet puisse ramasser tout sur le passage. Que le seul langage de la quantité. Voilà. Donc, quelque part, c'est ces gens-là qu'il faut attaquer. Je crois que l'État a joué sa partition, mais nous qui sommes population, ou du moins ceux-là qui mènent ces activités au niveau de ces aires marines protégées, doivent savoir que les tortues aussi ont leur raison d'être. Je sais que José Adosho-Bojeno avec Nature Tropicale, son ONG, font beaucoup parce qu'ils ont formé beaucoup d'éco-gardes qui travaillent sur presque toute la côte béninoise. On n'a pas une longue côte. Quand je compare nos côtes à celles, par exemple, au Ghana ou en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays de la sous-région, le Sénégal, qui ont des côtes plus longues que nous. Mais ils ont quand même travaillé, ils ont pu installer ces éco-gardes qui, par moment, permettent à ce que ces tortues viennent pondre. Parce qu'il y a la période pendant laquelle les tortues viennent pondre. Je crois que c'est de juin à décembre. Et là, on peut voir les tortues venir pondre. Vous venez très tôt le matin, vous allez à la plage, vous pouvez même les surprendre dans la nuit profonde, voir les tortues creuser, pondre les œufs, fermer et puis repartir en mer. Quelques jours après, ces œufs éclorent et puis les bébés tortues sortent. Et là, ces éco-gardes viennent parfois les ramasser parce qu'il y en a aussi qui viennent voler ces œufs. Gardent ces œufs dans eux. Je crois qu'on appelle ça couveuse, c'est ça? Oui, les incubateurs. Incubateurs, ces œufs éclorent et puis après, on laisse ces bébés retourner en mer. Alors, par rapport à ces actes qu'on constate aujourd'hui, je crois que c'est la direction des pêches, bien sûr avec l'aide de ces ONG, à part Nature Tropicale, il y a d'autres ONG aussi qui travaillent sur nos côtes, qui doivent renforcer la sensibilisation. Quand j'ai vu les images, moi ça m'a choqué. Parce que les tortues ailleurs, c'est comme des dieux. J'ai souvent donné l'exemple d'un pays que je connais le mieux, c'est Costa Rica. Quand vous allez, vous n'avez même pas la place pour mettre le pied. Il y a tellement de tortues marines. Et les gens, ils viennent, ils regardent. Pour ça, les gens voyagent, ils viennent voir ces tortues. Parfois, ces tortues sont baguées dans ces pays et qui voulaient trouver à 900 000 km ailleurs. Donc, c'est des choses qu'il faut protéger, c'est des sources de devises. Il faut qu'on sache que les tortues aussi peuvent nous apporter de la devise dans notre pays. Il ne faut pas qu'on les tue comme on le constate sur ces images-là. Alors, Patrice Sabo, qu'est-ce que les tortues amènent au Bénin? Et puis certaines personnes peuvent se poser la question, tortue, pas de tortue, le pays avance. Oui, ce que les tortues amènent ailleurs, c'est ça qu'ils amènent au Bénin. Il a parlé de Costa Rica. Le phénomène s'appelle Arigbada. Et les gens quittent des pays loin, très loin, pour venir ériger des apatas à la plage. Ils passent 1 semaine, 2 semaines pour observer ces tortues. Il n'y a pas de place. La plage est remplie de tortues et d'œufs, parce que tu n'as pas le droit de massacrer ni les œufs ni les tortues. C'est ça que nous voulons. Et c'est ça qui se passe partout ailleurs. Ici, lorsque les gens apprennent que le Bénin, sur la côte du Bénin, il y a des tortues, ils s'étonnent. Mais des tortues, lesquelles? Les tortues luttes, c'est 450 kilos, même plus. Et vous avez des œufs et partout. C'est une curiosité. Lorsqu'on parle du tourisme, ce n'est pas chez le bon Dieu qu'on cherche ça. C'est là, quoi. Il faut seulement promouvoir, aider. Et je pense que c'est dans cette intention que le gouvernement a décidé finalement de créer les 2 aires protégées, celle de Donatin et celle de la Bouche du Roi. Mais il ne suffit pas de créer. La création, c'est une volonté politique. Il reste maintenant à voir comment mettre en place, comment appliquer, comment faire la mise en œuvre. Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont sur la chaîne. Aujourd'hui, dès que le gouvernement dit ça, j'ai vu partout, oui, nous aussi, on est spécialistes des aires marines protégées, des mouvements partout. Mais lorsque les tortues meurent, les ressources sont en train d'être détruites, personne ne parle de ça. Alors qu'il y a des structures qui existent, la direction des pêches, la marine, les forces marines sont là. Il y a le préfet maritime qui fait un travail extraordinaire. Nous avons la direction de l'océanographie, la recherche océanographique. L'Europe. Ils sont là. Tout le monde est là. Et on discute maintenant qui sera
le leader qui va diriger les œuvres, les décisions sont là. Mais pendant que les ressources meurent, disparaissent, sont massacrées, attaquées et risquent de disparaître, personne ne se prononce. Je suis totalement tombé des nues. Est-ce que Nature Tropicale est l'institution désignée par l'État pour s'occuper des tortues marines? C'est pour sa maison. C'est pas pour sa maison. On a donné des alertes. Le préfet doit le savoir. Le maire de la commune de Grand Popo doit le savoir. Le maire de Calavi doit le savoir. Le maire de Porto-Novo doit le savoir. De Cotonou doit savoir que ces ressources sont sur leur territoire. Et dans chaque mairie, il y a une cellule qui s'occupe de l'environnement. C'est de ça qu'ils doivent s'occuper aussi. Je suis très étonné que dès que le gouvernement dit on crée un marine protégé, tout le monde est devenu spécialiste des aires marines protégées, mais personne ne veut s'occuper des ressources qui donnent la valeur à ces aires marines protégées. Où est-ce que nous allons comme ça? C'est le président Patrice Talon qui dit maintenant que, comme moi j'ai dit ça, moi-même je vais faire gardien pour les surveiller. C'est comme ça. Moi j'attends de voir. C'est triste quoi. On a les choses, c'est comme M. Tossulo disait, il a toujours dit ici, nous avons des choses qui nous rendent service, mais nous n'avons jamais pris le temps d'évaluer les services, que ce soit au niveau environnemental, écologique, et sanitaire, nutritionnel. On ne sait pas les évaluer et c'est après les avoir perdus que nous allons regarder derrière pour ne plus les voir demain. Et ce serait dommage pour les générations futures. Alors, Alain Tosselon, justement, puisque Patrice Savo vous tend la perche, je sais que vous allez la saisir et la tenir, je vais dire, avec beaucoup de vigueur. Quelle analyse Non, c'est vrai ce que tu dis après. C'est vrai en plus. Quelle analyse faites-vous justement de ce phénomène qui inquiète, je l'ai rappelé, plus qu'elle ne révolte? Oui, c'est vrai. Je crois que William a d'entrée de jeu parlé de l'exemple de Costa Rica, qui est en fait l'un des meilleurs coins au monde où on peut aller... Donc en clair, tout le monde est allé au Costa Rica ici, sauf moi. Non, elle manque agriculture aussi au Costa Rica. D'accord, il faut y aller voir Arigbada. Il faut aller voir, parce que ce pays abrite 6 des 7 espèces au monde. Vous avez parlé de 7 espèces, mais on a 6 des 16 espèces au monde là-bas. Et il y a 2 événements qui mobilisent, qui drainent, je dirais, un monde fou. Je crois que le doyen Sagbo l'a dit. C'est la ponte, au moment de la ponte, donc des œufs, et de l'éclosion. Donc ces 2 moments sont célébrés là-bas. Et comme ils l'ont dit, c'est une manne financière parce que les gens accourent d'un peu partout pour aller voir cela. Parce que les gens ont compris qu'effectivement que ça pouvait rapporter suffisamment donc, de ressources au pays. Mais il faut dire que si ce pays-là en est arrivé là, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Parce que tout ce qu'on connaît là, ce pays-là aussi a traversé ça. Ouais. Le commerce des œufs, la chasse, même la pêche industrielle. Ouais. Là-bas, il y a la pêche industrielle. Quand ils arrivent, ils prennent tout. Mais vous avez également aussi... les gens ont dû, effectivement, surtout les communautés, qui vivaient autrefois de ce commerce des œufs et du commerce aussi de la viande de tortue. Parce que les gens, effectivement, vous savez, la population a beaucoup évolué. Et au départ, donc, ces populations, ces communautés vendaient ça juste pour s'alimenter. Mais quand le pays a compris que cette ressource-là pouvait rapporter suffisamment d'argent, on a mis tout en place pour sauvegarder cela. Tout à l'heure, mon ami et frère William disait que l'État a joué sa partition. Non, l'État n'a pas totalement joué. L'État commence maintenant à jouer sa partition. Parce que si les lois devraient seulement servir à régler les problèmes, mais je crois qu'on allait croiser les bras et regarder. Parce que nous avons effectivement sur le plan juridique un arsenal qui permet donc de protéger. Mais la loi n'est qu'un instrument d'action. Mais il faut associer, joindre à cet instrument d'action d'autres instruments, comme par exemple la question de la surveillance. Mais quand on a la loi, il faut surveiller. Mais qui ailleurs, vous avez, sur des côtes, vous avez des agents qui sont commis pour surveiller les côtes, si c'est les ressources en eau, ils sont là pour surveiller.
pour éviter les questions de pollution, pour éviter le massacre des ressources qui sont là. Il n'y a pas que les tortues, il y a d'autres ressources et tout. Donc, il faut dire que l'État a commencé à jouer sa partition, d'accord, en disant, en créant les aires marines et autres, mais ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Maintenant, la question de la surveillance. Mais là, il faut des gens. Parce que ce que les ONG font, c'est des actions pilotes de démonstration pour montrer à l'État que ça, c'est possible. Mais quand on a fini donc de faire ce travail, je dirais, citoyen, mais il revient à l'État de s'approprier vraiment ce travail qui a été fait et de mettre ça à l'échelle. Mais l'ONG Nature Tropicale ne peut pas surveiller toute la côte. Mais il y a des actions ponctuelles. Vous avez des gens qui font du bénévolat. Mais aujourd'hui, l'État a les moyens de payer maintenant des gens pour faire ce travail. Parce que les gens ne vont pas continuer à faire du bénévolat. Mais ils sont combien ces éco-gardes? On en a besoin, il faut renforcer l'effectif. Et ce n'est pas Nature Tropicale qui va faire ça. Donc je crois que c'est important. Il faut associer d'autres instruments d'action. J'ai parlé de la surveillance. Il y a la question aussi de l'application des lois. Mais il faut appliquer. Mais on sait très bien la question de la sanction. Mais il faut commencer par sanctionner sérieusement. Et puis après, les ateliers écoles. Vous avez parlé de Costa Rica. Mais aujourd'hui, les gens investissent les écoles pour montrer. Les gens sortent les enfants des classes pour aller leur montrer cette merveille que Dieu, ça dit que la nature. Mais quand les enfants grandissent avec ça, les gens organisent des ateliers écoles. Dans ce pays-là, très souvent, vous allez voir, sur la côte, tous les enfants aujourd'hui. Moi, j'ai écouté, comment on appelle, une déclaration d'une petite fille qui, le jour où elle a été émerveillée. Quand elle a vu donc comment on appelle, les bébés tortues sortis des œufs, elle a dit plus jamais nous allons manger les œufs des tortues. Mais c'est cela, il faut toucher la conscience de ces enfants qui deviendront demain des gardiens. Donc je crois que c'est important qu'on ne croise pas les bras lorsqu'on a déjà pris une décision ou une loi, mais il faut passer, il faut associer d'autres instruments d'action. Et sur la question de la surveillance, je crois que on n'en a pas, je crois que cette question n'est pas prise en charge comme il le faut aujourd'hui. Parce que quand vous vous baladez au niveau de la côte, même quand vous allez à la plage, même sur les questions de sécurité, vous n'avez personne pratiquement. Vous avez juste des policiers qui sont là, mais ces policiers de la police républicaine, mais ils ne sont pas commis pour ça. Nous avons une brigade du littoral. Mais donc, il faut renforcer l'effectif de ces agents qui vont contribuer à protéger nos ressources. Mais sans quoi? Mais le tourisme, le développement du tourisme passe aussi par la protection de ces ressources-là. Aujourd'hui, nous avons la chance d'en avoir. Donc, on n'a pas une grande population comme le Costa Rica, mais le peu que nous avons, nous devons contribuer à sauvegarder ça pour les générations futures. Alors, M. Baudrey-nous, on sait que Nature Tropicale est réputée dans ce combat-là pour la préservation des tortues marines. Vous en avez sauvé plusieurs d'ailleurs de la disparition programmée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand vous avez eu cette alerte, quand vous avez eu ces images? Quelles sont les actions que vous avez essayé de mener pour essayer de renverser la tendance? Avant de revenir au niveau des actions que nous essayons de mener, une des actions, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et sur le terrain, c'est qu'on commence par être découragé. Et les éco-gardes dont on parle, qui sont des bénévoles, qui ont travaillé des années, les images que vous voyez là, ce n'est pas seulement les images, ce n'est pas seulement maintenant. Maintenant, c'est devenu plus grave. Le dimanche dernier, à Ouida, nous avons reçu des images, 2 tortues mortes, sans blessure, mais diffusées sur les réseaux sociaux. À Togba ici, une tortue sur la plage morte. En moins d'1 mois, nous avons compté plus de 30 tortues mortes, alors que c'est le début de la saison de ponte des tortues. Mais il faut expliquer aux populations d'abord pourquoi ce phénomène, pourquoi on en parle maintenant. On en parle maintenant parce que l'État a décidé de prendre les dispositions pour protéger. Mais ce phénomène se développait depuis parce que chaque année, les tortues doivent quitter la mer pour venir sur la plage pour pondre. Mais en venant sur les plages, il y a certaines techniques qui se développent et qui continuent de se développer.
même des techniques interdites, mais vous barrez la route pour les tortues qui doivent venir à la maternité. Tout à l'heure, il a parlé de Kelly Kelly. Les éco-gardes ont dénoncé, il y a 2 ans, pour dire ce sont nos pêcheurs à côté là qui pêchent les tortues, qui blessent les tortues parce qu'ils ne sont plus capables d'amener des tortues pour consommer. Blessent et laissent. On a dénoncé ce phénomène. Au lieu que les acteurs, décideurs, discutent avec ces éco-gardes, discutent avec Nature Tropicale pour voir quelles sont les actions à faire, non, on nous appelle pour dire on irait sensibiliser les pêcheurs. Est-ce que cette sensibilisation qui va changer le phénomène? Ça ne changera rien. Les gens ont des problèmes sérieux. Maintenant, on dénonce maintenant. Pourquoi? Parce que ces mêmes éco-gardes qui avaient participé à tuer des tortues connaissent vraiment le phénomène. L'État ne peut pas mettre un policier ou un marin sur la mer et voir un peu ce qui se passe et contrôler. Ça veut dire qu'il faut associer les populations pour contrôler. Et c'est ceux qui faisaient ça, on commençait par dire ce n'est pas normal. Maintenant, nous allons accompagner l'État. Et c'est eux qui donnent des informations en temps réel. Ça veut dire que si une tortue meurt sur le littoral du Bénin aujourd'hui, on a mis en place un dispositif où une tortue est venue pondre, on a un dispositif qui permet d'avoir l'information en temps réel. Et c'est ces informations qui vous permettent la prise de décision. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et là, les éco-gardes, c'est eux qui lancent le cri d'alarme. Nous sommes fatigués. Parce qu'on le fait, on n'est pas payé. Nature Tropicale nous dit, si vous continuez à faire, demain, ça va vous rapporter l'argent. C'est ça qui amène Costa Rica. On donne l'exemple de ce qui marche ailleurs pour dire, si vous continuez à faire, vraiment, demain, le tourisme va vous apporter quelque chose. Vous allez à Grand Popo, vous pouvez amener vos caméras, vous allez voir pour le travail fait pendant 20 ans. Aujourd'hui, la tortue est devenue chasse gardée. Pour certains qui vont pour surveiller rigoureusement. Parce qu'en retour, il y a déjà des visiteurs qui viennent voir ce qu'ils font. Ne parlons pas seulement de Costa Rica. Nous nous basons sur ce que nous avons et ça donne déjà des résultats. Mais pour que ça aille à l'échelle, il faut que l'État participe. Nous avons ce cas des pêcheurs qui tirent les filets et qui détruisent tout. Et les éco-gardes ont démontré que quand la tortue rentre dans les filets, les tortues étant assez lourdes, solution, on tue la tortue, on dégage son filet, on s'en va. Il y a ce qu'on appelle bycatch. Il y a des prises non planifiées. Par exemple, vous mettez les filets, mais par mégarde, la tortue qui doit venir sur la plage tombe dedans. Si vous êtes là, si vous êtes vraiment sensible, conscient, vous pouvez dégager la tortue. Mais il y a des cas où la tortue s'entrelace. Qu'est-ce que vous faites? Et vos filets sont déchirés. Les pêcheurs ont posé ces problèmes il y a plus de 10 ans. On revient sur ça tout le temps. Si je ne veux pas, je dois faire la pêche, mais la tortue rentre dans mon filet déchiré. Qui s'occupe de ça? Personne. Voilà des sujets sur la table. Il y a des pêches, ceux qui font les requins au Bénin. Vous savez, quand vous n'avez pas toute l'information, on prend mal les problèmes. Avant, on disait que c'est les chalutiers qui tuaient. Les chalutiers. Combien de chalutiers sont autorisés au Bénin? Un jour, vous allez appeler les autorités, la direction des pêches, pour vous donner plus d'informations. Mais c'est que on accusait avant les chalutiers, parce que c'est au niveau international, régional, c'est ça surtout. Mais ici, maintenant, ce qui devient grave, c'est la pêche non autorisée, où vous voyez des gens, comme il a dit tout à l'heure, tirer des filets ensemble et ramassent tout. C'est des pêcheurs du lac qui ont tout détruit dans le lac et viennent maintenant en mer. C'est la nouvelle forme de pêche. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Et on ne peut pas aller et être là en permanence pour surveiller. Mais ceux qui vont là, ils rencontrent les pêcheurs marins. Et sur le terrain, ceux-là sont agressifs par rapport aux pêcheurs marins. C'est des conflits sur le terrain, en mer. Et ce n'est vu par les caméras, mais ceux qui sont victimes dénoncent. Et on ne fait rien. C'est quand on aura des blessures en mer qu'on va faire chose là. En dehors d'impacter négativement leurs frères pêcheurs, maintenant c'est la ressource qui est protégée par les tests. On blesse et on laisse. Il y a une autre forme de pêche, c'est ce qu'on appelle ceux qui font la pêche au requin. C'est des filets déposés en mer, c'est-à-dire placés avec des bouées, avec des flotteurs, et on laisse pendant 2 jours, 3 jours. Mais si au moment où vous déposez votre filet, peut-être à 7 h du matin, à 10 h, vous êtes déjà peut-être de retour, et vous allez partir dans 3 jours. Avant que vous ne reveniez à la mer, et en terre, et sur la terre,
Une tortue a dit à rentrer dedans. 2 jours, 3 jours, la tortue meurt. C'est comme ça qu'on retrouve des tortues mortes, mais il y a des tortues, on découpe. Parce que quand ils arrivent, ces pêcheurs, ils constatent que fraîchement la tortue rentre dedans. Eux, ils sont là-bas, ils parlent. Ça veut dire que c'est les autorités, les ONG, c'est leur problème. On coupe. Il y a des images plus fortes. Quand vous voyez tortue lutte dont il a parlé, il dit 450 à 800 kilos. On appelle ça, en Minan, ils appellent ça Agbozege. Et chez les Pédas, c'est Wu et Wa. Wa. Pendant longtemps dans ce pays, on parlait de Wadjo. C'est la graisse de tortue qui est utilisée en médecine traditionnelle. Demandez aux populations, est-ce qu'on entend encore Wadjo aujourd'hui? Parce que la tortue, ça n'arrive plus. Il y a plus de 7 ans que nous avons eu ces tortues, les dernières qui sont venues pondre. Mais on a dit, ou bien ça a disparu. Une de ces tortues a été baguée ici à Eldorado, c'est-à-dire à Kwakpa. Aujourd'hui, zone d'air marine protégée. Une tortue lutte baguée ici, 4 ans après, a été pêchée en Uruguay. Ça fait 9000 km de Cotonou. Avec la bague. Avec la bague que nous avons placée dessus, qui a permis d'identifier. Vous voyez, c'est des espèces qui appartiennent à tous. Et qui font vraiment des kilomètres. Des kilomètres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de ces tortues. Et on a commencé scientifiquement par se plaindre. Tout le monde, c'est changement climatique, ou bien on a tout tué. On se plaint, on cherche des solutions. Mais malheureusement, l'année passée, 3 tortues sont venues, 2 ont été démembrées par les pêcheurs. Les tortues ne sont pas venues à la plage. On suppose que ces tortues venaient pour la ponte. Mais malheureusement, avant d'arriver, les gens ont coupé les 2 bras. On coupe les 2 bras pour une tortue aussi lourde. Quel chirurgien a fait ce travail et qui va traiter? La tortue meurt et se retrouve sur la plage. Ce qui est grave là, le BD veut développer le tourisme. Vous voyez ce que... Le touriste vient sur la plage, se balade sur la plage pour voir des tortues mortes. Nous avons été appelés par des étrangers qui, de leur passage, baladent sur la plage, retrouvent des tortues mortes. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Se posent les questions. Mais c'est à l'interne qu'on doit se poser des questions. Et les questions qu'on se connaît, ça veut dire que les solutions existent. Mais malheureusement, on passe l'information à qui de droit et le phénomène continue. C'est pour continuer à dire, c'est que ces éco-gardes que nous magnifions, ils sont à la limite d'être découragés et d'abandonner le travail. Non, ils ne vont pas abandonner le travail, parce que s'ils abandonnent le travail, c'est maintenant à volo, on détruit tout. C'est qu'on aurait choisi. On met le Capharnaüm dans la maison. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est en place, il faut le renforcer. Oui. Et il faut intéresser, motiver ces éco-gardes-là et renforcer leurs effectifs. Oui. Et ça, l'État peut le faire. Mais il suffit juste, parfois, ce n'est pas que l'argent. Oui. Il suffit juste, par exemple, ces éco-gardes, de les mobiliser et de les célébrer. Oui, ne serait-ce que reconnaissance. Une reconnaissance morale. Et en plus, par rapport à la question donc, des pêcheurs qui retrouvent des tortues ou autres, mais il faut juste mettre en place un dispositif ou une stratégie pour que si un pêcheur ramène une tortue, Oui. mais qu'on le récompense par quelque chose. Parce que quand c'est comme ça, si les gens n'ont pas un intérêt, Oui. mais ils ne vont pas s'engager pour la protection. Je crois que ça ne coûtera rien à notre État de dire, si un pêcheur retrouve une tortue à main et la ramène saine et sauve, en retour, il a quelque chose. Vous allez voir comment ces pêcheurs-là, qui hier, aujourd'hui, sont devenus ce sont des bourreaux, Ouais. mais qui vont devenir les gardiens du temple. Je pense que c'est bien possible de mettre en place ce dispositif-là. Et sur la question de la surveillance, je crois qu'il faut aussi permettre, donner les moyens à la marine de vraiment aller en mer, de renforcer la surveillance au niveau de ces pêcheurs-là et de les sensibiliser. Je crois que c'est pourquoi je dis il faut associer plusieurs instruments d'action et n'abandonnons pas l'éducation environnementale. Oui. Tout ce qu'on a comme écoliers sur le littoral, sur la côte, on doit travailler pour que ces enfants-là deviennent demain des protecteurs de tout ce que nous avons
comme ressources au niveau de la côte. Monsieur Sabo, finalement, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Alain a déjà commencé par faire des propositions, parce que oui, nous avons fait le diagnostic, nous avons essayé de situer le problème. Maintenant, il faut aussi faire des propositions pour ne pas être perçu comme des oiseaux de mauvaise augure. Moi, je pense qu'il faut, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais il faut renforcer également la recherche. Oui, les éco-gardes sont ici. Ils ont vu, ils ont fait des témoignages. Les témoignages seuls ne suffiront pas. C'est-à-dire, ces phénomènes, si on met la recherche, nous avons l'Institut, nous avons les services d'environnement qui sont au niveau du port autonome de Cotonou, nous avons beaucoup de dispositifs, la direction des pêches. Donc, je pense qu'il faut renforcer le dispositif de recherche pour savoir à quelle période ce phénomène est vraiment plus observé et on aura cerné tout vraiment, voilà, le tout des problèmes. Ensuite, et avoir des données. Les données, c'est important. Impliquer le préfet maritime il est très accessible, très ouvert, je le reconnais comme ça, et il faut le mettre à contribution. Lorsqu'on dit qu'on a pris vraiment un décret ou bien la décision de faire les aires protégées, pendant combien de temps on va passer à l'application maintenant? Qui gérera ces aires protégées-là? Qui va les gérer? Aujourd'hui, la décision autour de ça, ça veut dire peut-être qu'on dit, comme ce n'est pas moi, je vais taire d'abord, je ne fais rien. Dès qu'on va décider de choisir l'autorité qui va gérer les aires marines protégées, l'autorité prendra ses responsabilités et on verra les différents autres acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre. C'est comme ça. Je pense aussi que les maires qui sont autour de la côte et qui ont ces ressources-là, j'ai déjà dit ici, ce n'est pas les 50 francs, les 100 francs qu'on prélève chez les bonnes femmes qui ont mis leur étalage et les gens viennent les déranger avec la course, tout ça là. Ce n'est pas ça qui fait développer une commune. Il faut voir les opportunités. C'est-à-dire, lorsque vous avez la chance d'avoir la côte au niveau de votre commune et que vous voyez ces phénomènes, il faut aller dans surtout que vous avez un service environnemental qui est dans votre mairie, allez voir ça et voyez comment on peut développer ces choses-là. Moi, je pense que c'est pas compliqué. Vous invitez le maire, vous faites une activité, vous l'invitez, vous dites, viens voir comment la tortue peut combien de caravanes on n'a pas, combien de fêtes on n'a pas organisées à Grand Popo. Le maire ne vient pas, les maires actuels ne viennent pas, personne ne vient. Donc, il n'a pas trouvé un intérêt. Le message que nous passons, c'est que Grand Popo est un berceau, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Berceau, réservoir, c'est la capitale de la tortue marine. On a fait des maquettes en béton. On a invité le maire pour dire, c'est pour toi qu'on a fait ça. Mais ça, quelque part, pour montrer que Grand Popo est la capitale emblématique de la tortue marine. Le maire n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé chercher. C'est là maintenant. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas les messages. On ne comprend qu'on a voiture, on va s'asseoir dans le bureau, on répond aux politiques. Moi, je suis gêné que les gens ils n'ont pas la culture du développement local. On leur montre tout, mais ils décident de ne rien voir. C'est dommage. Donc, si on met... C'est pourquoi j'ai dit, les SE actuels, je plaide quoi? Pour qu'on leur montre dans chaque localité quelles sont les potentialités économiques pour contribuer au développement local de la commune. Il faut leur dire ça et les accompagner. Nous sommes prêts, par exemple, en ce qui nous concerne, à aller dire ça à un SE ou bien à un collège de maire. Ça, on ne demandera rien. Parce que moi, ça me fait pitié que on n'a pas des ressources qui réfléchissent à ces choses-là. On a parlé ici le parti dernier de Kogba, je ne sais pas, de tout ça là. C'est des gens qui ont vendu le domaine de l'État. Est-ce qu'on les a déjà punis? Ça veut dire que, Alain dit, il faut punir les gens. On doit les punir. Celui qu'on a vu, qui est en train de le faire, dit, ah, je m'en fous, je le fais gaillardement, il faut le punir. Celui qui a vu faire et qui n'a pas dénoncé, il faut le punir. Mais il faut également récompenser ceux qui ont les bonnes pratiques de la conservation de la biodiversité et que, en faisant ça, on va faire la différence pour savoir la valeur. Kigali, les gens sont partis, non? 2 semaines. Bavardage. Les Béninois qui sont partis et qui sont déjà revenus,
Nous allons attendre encore d'autres époques pour voir. Pendant combien de temps vont-ils communiquer Monsieur Savo, les résultats qu'ils ont ramenés de là-bas? Savo. Non, c'est Si- la solution, ça. si- On partage les bonnes pratiques. Il faut partager les bonnes pratiques. Ce que j'ai entendu à Kigali, qui est bien, bonne pratique, je viens partager ici pour d'autres acteurs, pour que nous soyons nombreux à mettre en application. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Si on dit, on dit éducation environnementale, et que depuis 20 ans, on a fait des documents avec les frais de l'État et les documents n'ont pas dépassé les directions et les bureaux pour aller dans les écoles. On vient faire encore d'autres. C'est à la radio que moi j'ai entendu que ces documents sont allés au nord. Les documents sont partis au nord, puis à l'université. Mais c'est l'université? Non. C'est les CESE, c'est les écoles primaires, c'est les cours secondaires. Après, on va à l'université. Mais nous, là, on n'a vu aucun document. Mais c'est l'argent de l'État qu'on a pris pour faire ça. Donc, si on fait les choses, on les cache, et nous parlons d'éducation environnementale, mais on va voir l'éducation où? C'est ce que nous disons ici tous les jours. Qui regarde l'émission maintenant? Quel élève regarde l'émission à l'heure où nous parlons? Non, malgré toute sa volonté, il ne regardera rien du tout. À 23 h, il va dormir. Mais lorsque les documents sont là, ils sont bien présentés, sensibilisés, on parle autour de ça, les gens seront plus sensibilisés. Les enseignants, les écoles, les maires aussi. Si on produit les documents avec l'argent de l'État, on les cache. Et c'est des épisodes qu'on les montre. Ça va servir à quoi? 10 ans après, on va reprendre la même chose encore. Donc moi, je pense que ce n'est pas des pratiques comme ça. Et les éco-gardes, allez voir ce qu'ils font. Allez voir à PK7. Allez voir Bienvenue là-bas, ce que Bienvenue fait. Les députés le savent. Les députés qui sont là, la localité le savent. Je ne veux pas appeler des noms ici. Vous voyez? Et ils le savent très bien. Ils leur rendent visite. Non. Ils les ont même aidés à écrire des articles dans les journaux. C'est vrai, il faut le dire. Ces actions, on en a besoin. De ces actions-là, on a besoin. Que les gens sortent pour aller visiter. Je crois que très bientôt, tous les ministres seront en vacances. Qu'est-ce qui coûte à un ministre d'aller passer 2 heures, 1 heure sur une plage pour voir ce qui se passe, rendre compte, tout ça? C'est ça. Pour finir, c'est que le gouvernement a investi beaucoup de millions pour former les brigadiers de la pêche. Le ministre nous a dit ça. On lui a rendu visite. Il nous a dit que l'État béninois a dépensé beaucoup d'argent pour former des brigadiers. Si ces brigadiers sont sur les eaux, avant que les braconniers dont M. Mouyenne parle n'aillent sur la mer pour créer des dégâts, on peut les arrêter déjà ici. Ça veut dire que les brigadiers aussi doivent savoir jusqu'où s'étend le pouvoir d'action. Et s'ils font la prévention, ces pêcheurs braconniers n'iront plus causer des dommages dans la mer. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Savo. Et puis, en parlant de Kigali, si on était au foot, j'allais parler de passe D. C'est une passe décisive que vous m'offrez complètement là et entièrement, justement pour parler de Kigali, parce que pendant 6 jours, des délégués, on va le voir sur ces images, des délégués donc de tout le continent africain se sont rendus au Rwanda à l'occasion du premier congrès donc africain dédié au rôle des aires marines protégées dans l'avenir de la planète. Et il s'agit, on peut le dire ainsi, d'une protection de l'environnement par l'Afrique et pour l'Afrique. Pour la première fois, des activistes scientifiques représentant des communautés, mais aussi une cinquantaine de ministres de l'environnement africains se sont retrouvés pour discuter de l'avenir de la protection de la biodiversité sur le continent. Ils appellent à reconnaître les communautés locales comme des acteurs de premier plan. M. Sago n'a jamais cessé de le rappeler, des politiques donc environnementales, et à faire rimer protection de la nature avec justice sociale et surtout à trouver plus de financement. William Apollinaire Tchoki, vous êtes au parfum de cette réunion de Kigali, cette rencontre de Kigali sur les AMP, comme on les appelle, les aires marines protégées. Moi, je crois que c'était beaucoup plus pour les PAC, pas marines, mais les PAC en général, parce qu'on parle beaucoup les aires protégées, pardon, les aires protégées. Les aires protégées. Donc, c'est vrai que là, on parle de tout ce que nous avons comme richesse, on parle aussi de ces populations qu'on qualifie souvent d'autochtones, qui mènent cette action de protection de ces aires protégées que nous avons dans la plupart de nos pays. Parce qu'aujourd'hui, on le constate que ces services écosystémiques que nous offre la biodiversité disparaissent petit à petit. Alors, si on ne fait rien, ça veut dire que les problèmes vont commencer par tomber sur nous. Alors, je prends un exemple à tout hasard comme ça. Je me rappelle, on m'a raconté une petite histoire. On dit, une stagiaire allemande qui vient au Bénin, qui vient voir comment on fabrique
le fromage qu'on appelle communément chez nous wagashi. Wagashi. Elle retourne chez elle, elle fait des documents et puis elle a breveté le document, enfin, ce produit. Donc désormais, c'est elle qui est propriétaire de ce produit que nous consommons ici au Bénin, que nous donnons même à nos parents qui sont un peu partout. Vous imaginez un peu comment cela se passe? Enfin, ça dit, les gens viennent chez nous, ils prélèvent les richesses, ils vont là-bas et puis ils se disent que c'est eux qui sont propriétaires de cela. Aujourd'hui, on décide de dire, on va protéger ces richesses que nous avons chez nous. C'est ce qu'on appelle APAC. Le partage équitable de tout ce que nous avons comme richesse. C'est bien qu'il y a cette rencontre de Kigali. J'ai lu aussi un peu la résolution qu'a partagée avec nous, M. Sabo, sur le forum Tribune Verte. C'est bien beau toutes les décisions qui ont été prises, mais je me dis, alors, qu'est-ce qu'on fait de cette décision au plan local? Parce que, enfin, c'est là encore, c'est là le problème le plus important. Quand je prends par exemple le contexte béninois, nous avons le parc Pendjari, où aujourd'hui, je sens une certaine volonté politique de protéger cette ressource malgré les attaques djihadistes qui font peur aux gens. Le W aussi, qu'on a commencé aussi par protéger avec African Pax. Il y a aussi d'autres aires protégées que nous avons. Dans le mono, par exemple, ce que nous partageons avec le Togo, de biosphère. Autant de aires que nous avons, mais est-ce qu'au plan local, on met vraiment les moyens pour qu'on puisse protéger cela? Tout à l'heure, on parlait par exemple des tortues marines qui sont tuées. Mais qu'est-ce qu'on fait pour associer ces populations locales? C'est là le plus grand problème. Si on les associe, on aura solution à cela. Parce que si on ne les associe pas, on ne peut pas quand même vouloir protéger ces aires sans associer ces populations qui vivent tout autour, même à l'intérieur même de ces aires protégées. Donc, je me dis, c'est d'abord ces populations locales qui vivent tout autour de ces aires protégées qu'on doit associer. Et là, on est sûr de pouvoir avoir une solution durable par rapport à ces aires protégées. Alain Tourcenon, une fois encore à cette rencontre, à ces assises de Kigali, la question du financement est encore revenue sur le tapis. Et dans une interview accordée donc par un président d'ONG, l'ONG Africa Wildlife Foundation de Kigali, donc c'est une ONG rwandaise. Donc selon le président de cette ONG, pour bien gérer une aire protégée, il faut environ $1000 par kilomètre carré. Actuellement en Afrique, on dispose, dit-il, en moyenne de $50 par kilomètre carré. Donc aujourd'hui, le continent se mobilise afin de s'assurer que ces aires protégées soient financées. La question du financement, une fois encore sur le tapis, est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse? Non, d'abord il faut rappeler que l'Afrique, c'est heureux qu'enfin on se réveille. Parce que l'Afrique comporte 1/5 de la biodiversité mondiale. Ça veut dire que c'est une réserve. Mais malheureusement, on a déjà détruit 50% de nos écosystèmes en 50 ans. Donc ça veut dire que si nous détruisons l'habitat, c'est que nous allons perdre tout ce qu'il y a donc à l'intérieur de cet habitat, la biodiversité. Et il faut rappeler que l'Afrique regorge en matière de mammifères. L'Afrique est un réservoir. Et vous avez vu tout ce commerce d'ivoire. Si vous faites les statistiques en disant combien de tonnes ou de grammes de trophées d'ivoire on a déjà intercepté, ça veut dire que la menace, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait véritablement, les résolutions de Kigali et tout ça, la question du financement, je crois qu'il faut cesser de tendre la main. Nous avons les ressources locales ici pour protéger nos ressources. Mais pendant longtemps, les gens ont protégé les ressources sans avoir beaucoup de financement. Comment ces populations locales? Parce que les populations locales savent très bien, elles dépendent de ces ressources naturelles. Et elles ont toujours mis en place une stratégie pour conserver cela de génération en génération. Et c'est ça qui a fait que on a retrouvé pratiquement, aujourd'hui on parle du parc Douvé, on parle du parc Pendjari et autres, mais le colon a retrouvé ces aires-là à l'état pur, je dirais, et a décidé de créer l'aire protégée. Parce que justement les populations ont conscience que elles tirent l'essentiel de leurs revenus et même de leur vie. Parce que ce que l'on ne dit pas assez, c'est qu'en matière de santé, en matière d'alimentation, c'est là-bas les gens vont chercher des plans
ou des écorces d'arbres et autres pour se soigner. Donc les populations savent très bien que c'est parce que ces ressources naturelles existent qu'elles-mêmes elles existent, que leur vie dépend de l'existence donc de ces ressources naturelles. Donc il faut, moi je pense que c'est bien de parler de la question du financement, mais avant de parler de financement, il faut retourner donc à ces habitudes endogènes que nous avions et qui permettaient donc de protéger ces ressources-là. On n'a pas besoin de payer, je ne sais pas combien de millions à un ranger ou à une chose là pour protéger 1000 dollars par kilomètre carré. Mais avant, comment les gens faisaient pour protéger les forêts sacrées et autres? Mais on disait tout simplement que bon, on ne va pas faire pipi dedans, on ne va pas faire ceci. Mais, et tout ça, ça a permis pendant longtemps de sauvegarder ça. Mais on constate en Afrique que c'est quand on a abandonné, tourné dos complètement à ces, comment on appelle, à ces valeurs-là, que finalement on détruit. Donc ça veut dire pourquoi ne pas revenir à ça, même si on ne peut pas revenir complètement, mais je pense qu'il y a encore des valeurs qui méritent donc d'être valorisées, qui méritent donc d'être, je dirais, on doit instruire la jeune génération. Parce que une rivière, on ne va pas la faire n'importe quoi. Mais les gens savent. Mais pourquoi aujourd'hui on a perdu tout ça? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, la question du financement, on ne voit pas. Le contexte n'est pas du tout bon. Les pays européens, les pays occidentaux ont d'énormes problèmes aujourd'hui. Les gens courent derrière le pétrole. Les gens courent pour trouver de l'argent, le gaz et autres. Mais ils nous vont sans pouvoir, et ils ont besoin d'argent. Mais s'ils ne règlent pas leurs problèmes, ils ne vont pas venir financer. Ce n'est pas eux qui vont financer nos ressources. Donc je crois que c'est important qu'il faut faire appel à des financements innovants. Et je pense que c'est important. Alain, je te coupe pas, mais je veux dire, Eman, quand on parle de 1000 dollars par kilomètre, moi je pense que c'est du pipeau celui-là. Mais attends, c'est juste pour vous dire, ok, vous n'avez pas les moyens chez vous ici, ok, nous on n'a pas les financements, et quand ils viennent, ils vont tout prélever. Donc ne laissons pas les gens nous aveugler avec pour dire, ok, il faut nécessairement assez d'argent pour produire ces ressources-là. Non, on n'en a pas besoin pour moi. Je pense que nos connaissances endogènes suffisent largement pour protéger ces réserves protégées. Mais ces connaissances sont où? Ces connaissances ne sont pas documentées. C'est ça, on n'a pas capitalisé tout ça. Mais vous avez des connaissances endogènes. Si on vous dit, sortez-moi un document ici au Bénin qui rassemble, qui répertorie et tout ce qu'on a comme connaissance, vous n'avez pas ça, parce qu'on n'a pas capitalisé. Mais c'est pas une raison, c'est pas une raison pour laisser les gens venir en bail pour dire qu'on va donner les moyens pour protéger les il faut absolument. Et aujourd'hui, de génération en génération, on est en train de perdre ça. Parce que les vieux sages et autres qui connaissent ces connaissances-là meurent avec. Et pas, on n'écrit pas. Et cette culture-là de l'oralité fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de perdre. Donc, je pense qu'il faut absolument documenter tout ce que nous avons comme savoir endogène qui permet de protéger ce qu'on a comme ressources naturelles. Et maintenant, quand on aura documenté, on l'enseigne aux jeunes générations. Ce travail-là n'est pas encore suffisamment fait. Et je crois qu'il faut revenir à cela et cesser de tendre la main parce que quand les autres n'auront pas réglé leurs problèmes, ils ne penseront jamais. D'accord. En tout cas, un projet de fonds panafricain pour la conservation de la nature est ouvert à tous les gouvernements et les bailleurs a été lancé. Donc cette semaine à Kigali, il vise à ce que les parcs naturels ne dépendent plus uniquement de revenus touristiques, un investissement qui en vaut la peine. Donc, selon Bruno Oberl, qui est le directeur général de l'UICN, selon lui, dit-il, jusqu'à 10% du produit continental brut est lié directement à l'existence des zones protégées. Pour chaque euro investi, on a un retour de 100. C'est un des meilleurs investissements qui peut être fait. En absolu, on l'espère tous, M. Baudrenoux, et pour que enfin les tortues puissent être sauvées, pour que vous ne soyez pas à bout de souffle, obligés de menacer de laisser tomber. Et non, pour affaire de financement en revenance, c'est que, comme ils l'ont dit, ce n'est pas quand on va perdre tout qu'on aura les moyens pour en ramener. Ça veut dire que les ressources sont là. Les ressources qui sont là, je parle des ressources naturelles, animales, végétales, qui sont là, si on sait les garder, parce que la Convention dit conserver ce qui existe, utiliser durablement ce qui existe et partager les bénéfices. Équitablement. Voilà, c'est dit, ce n'est pas dit hier, c'est dit il y a longtemps. Je crois qu'on vient de fêter 30 ans de Rio. 30 ans après, on n'a pas encore changé. Et on tend la main tout le temps. Alors que
nous avions lancé un plaidoyer. C'est un débat qui ne vient pas souvent sur les tables. On pense que c'est les autres. Ça fait 27 ans que nous existons à travailler en tant qu'ONG. Mais c'est quand même criard que nous devons toujours aller à l'étranger. Donnez-nous un peu pour qu'on protège ce que nos parents sont en train de détruire. C'est normal ça. Ce n'est pas durable. Et maintenant, ils ont dit, les gens ont plus de problèmes à régler. Vous n'êtes pas les priorités. Il faudrait qu'on prenne conscience. Et en prenant conscience, nous avons demandé, avant l'avènement de la rupture de, c'est-à-dire le nouveau gouvernement, nous avions lancé un plaidoyer sur comment l'État met des moyens pour la préservation des ressources en accompagnant des acteurs qui travaillent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, tels que les acteurs des ONG, comment on les finance, comment on finance les problèmes des communautés pour que les communautés participent. Tout à l'heure, j'ai été vraiment clair en disant, la tortue par méga déchire mon filet. On ne me donne rien. Tous les poissons sont partis. Je libère la tortue. Je reviens à la maison et je reste à jeun. C'est des problèmes aussi précis. Mais vous croyez qu'il n'y a pas les moyens pour faire ça? Nous avons demandé au président de la République, par notre plaidoyer, essayer de créer un guichet au ministère de la Pêche, au ministère de l'Environnement, au FNEC, pour appuyer des ONG qui travaillent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Les actions sont claires, simples. L'État ne peut pas tout faire. Mais les ONG dans notre pays, même au sommet de l'État, on croit que les ONG là, ils ont des bailleurs qui doivent amener l'argent. On va même jusqu'à demander, peut-être qu'ils vont payer un impôt. Quel bailleur veut te donner l'argent pour aider le social et tu iras encore payer un impôt dans ça? Vous voyez, il y a des choses aussi simples qu'on peut régler entre nous sans parler de ces gros financements. Qu'est-ce que nous-mêmes nous mettons d'abord avant de demander aux autres? Très bien, je crois qu'on va poursuivre la réflexion. Merci beaucoup à vous, Josiah de Souboudrenou. Merci pour tout ce que vous faites pour la préservation de l'environnement. Ça fait des décennies que vous y êtes et vous n'êtes jamais fatigué. Quand vous avez connu, les cheveux étaient encore noirs. Aujourd'hui, il y a du gris. Non, c'est pas une raison. Mais aujourd'hui, il y a du gris. Mais il prend de l'âge, c'est tout. Aujourd'hui, il y a du gris. Ça veut dire qu'il prend de l'âge. Mais le combat n'a pas vieilli. Le combat est aussi jeune. Tu as compris que William se sent aussi Il se sent visé. parce qu'il a les cheveux aussi. Il se sent visé. Il se sent visé. Oui. Il se sent visé. Le combat devient jeune. Le combat demeure jeune, malgré la Je vais dire à Boudianou, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui par rapport au massacre des tortues, ça fait mal, mais ce n'est pas une raison pour nous décourager. On va continuer à nous battre. Absolument. Si on ne va pas se décourager, parce que si on se décourage, les gens vont continuer à tuer les tortues et ce n'est pas bon pour la réputation de notre pays aujourd'hui, qu'on veut être un pays développé, touristiquement riche. Et il est 8h30 partout au Bénin, 7h30 en temps universel. On va dire merci à M. Sagbo aussi qui a été là donc de bout en bout encore pour le compte de cette saison de la matinale 5 sur 7 matin. On espère vous retrouver la saison prochaine parce que oui, mardi environnement va demeurer. On va toujours continuer par parler environnement ici parce qu'on est certain, convaincu de ce que nous voulons faire par ici les mardis, même si c'est une seule personne, ça arrive quand même à toucher et c'est déjà bien. Une seule personne de gagner est toujours un succès pour la communauté. Vous voulez dire comment on va faire, c'est ça? Bien sûr, alors, bien sûr. On va dire merci aussi à Alain. Oui. Merci à Alain. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. Bon repos, profitez donc de votre repos. Bien sûr. Vous quittez le livre vraiment de si tôt. Non, j'irai à Costa Rica. On va t'appuyer. Merci beaucoup et merci aussi à William Tchoki qui est toujours là tous les mardis entre 6h et 8h. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Emma. Au plaisir de vous retrouver tous.